Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va faire la preview de WrestleMania 42 et à peu près tous les matchs de la nuit 1 et de la nuit 2. Et bien, comme on le sait tous, hein, WrestleMania 42 est probablement le WrestleMania avec l'un des pires build-up. À ce point-là, je vais même pas dire l'un des pires build-up. Le pire build-up pour un WrestleMania que je n'ai jamais vu de ma vie. Genre, à côté de ça, le WrestleMania de la pandémie, ça paraît comme du Shakespeare, en fait. Et pour être honnête, même le WrestleMania de la pandémie, il y avait du build-up, hein. Dans le sens où, avant qu'il y ait eu Covid, en fait, il y avait clairement une idée de ce qu'il faisait, en fait. Dans le sens où McIntyre était présenté comme un adversaire très crédible face à Brock Lesnar. Shayna Baszler était présentée comme très crédible pour affronter Becky Lynch. Il y avait l'idée de faire Roman Reigns contre Goldberg pour donner cette affiche comme un dream match. Bref, déjà juste citer tout ça, en fait, c'est déjà mieux que tout ce qu'on a dans le build-up de WrestleMania 42. Parce que là, il n'y a pas de pandémie pour dérailler l'entièreté de la continuité des programmes pour WrestleMania. Là, c'est juste des incompétents dans le booking. Ils se disent quand même que c'est une bonne idée d'avoir Pat McAfee présenté comme personnage central de la rivalité la plus importante de WrestleMania. Avec Randy Orton qui est en second plan face à Pat McAfee. Hein. J'ai entendu que c'était de l'influence de TKO, mais bref. Genre, j'aurais jamais cru qu'une telle chose m'aurait pu sortir de ma bouche. Hein. Pat McAfee est plus important dans la rivalité qui est censée main eventer la nuit 1 de WrestleMania que la personne qui main event WrestleMania, qui est Randy Orton. Où on va, hein. Et ouais, donc du coup, on va commencer cette prédiction par ce match, hein, vous l'avez compris. Et du coup, qui peut gagner le match, qui va gagner le match, qui en a vraiment à foutre, pour être honnête. J'avais entendu dans la stipulation que Pat McAfee, il se cassait de l'industrie du catch si Randy Orton il perdait, en fait, on est en mode qui en a à foutre, en fait. Genre que tu sois là, que tu sois pas là, en fait, ça change rien. Personne n'en a à foutre de Pat McAfee, en fait. Le build-up, il était bien sûr totalement merdique hein, pour ce match. Randy Orton, il tourne heel. J'étais déjà pas embarqué du tout par ce heel turn. Hein. Ils ont essayé de nous prendre pour des abrutis, en fait, avec Stephanie McMahon qui fait cette promo avec Cody Rhodes, où elle vient de manière aléatoire, on sait même pas pourquoi elle est là. Et elle menace Cody Rhodes de Randy Orton. Elle commence à dire, en fait, « Oh, tu devrais avoir peur de Randy Orton. Cette version de Randy Orton est diabolique !» Et c'est en même temps ce même Randy Orton qui prend une position secondaire face à Pat McAfee. Hein. On est là, en fait. Hein. Genre, désolé, on n'est pas des abrutis, en fait. Hein. C'est pas parce que tu dis quelque chose que c'est un fait. C'est ce qui s'appelle juste manipuler les gens et les prendre pour des abrutis. Mais bref, s'il fallait choisir un gagnant, ben logiquement, le gagnant de ce match, c'est mieux de choisir Randy Orton. Hein. Mais par contre, si Randy Orton gagne le match, je veux qu'à la fin du match, il punt Pat McAfee, puis après qu'il ait un run solide en tant que heel, please. Parce que là, c'est juste absurde, en fait. On a Jelly Roll et Pat McAfee qui prend le devant d'antenne pour l'un des main events de WrestleMania. Hein. Qui aurait pu croire ça possible? Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que WrestleMania 41 avec Travis Scott qui fait son entrée pour interrompre le main event. Mais là, on a Pat McAfee et putain de Jelly Roll impliqué dans le main event. Donc, bref, j'en ai trop dit pour ce match. Et on passe au suivant. Du coup, le second match, c'est les Usos qui font équipe avec LA Knight face à ISHO Speed, Logan Paul et Austin Theory. Hein. C'est censé être les restes de The Vision. Hein. C'est en fait toutes les personnes qui ne se sont pas blessées comme des golements, en fait, le reste de The Vision. Hein. Des gens qui n'étaient même pas là initialement dans le groupe. Donc, je sais même pas pourquoi on appelle ça The Vision, encore une fois. Hein. Bref, les factions vraiment dans le catch actuel, c'est totalement de la merde. Hein. Mais bref, c'est pas moi le booker. Et du coup, le match, il est seulement intéressant parce qu'il y a ISHO Speed dedans. Hein. Sinon, le reste, personne n'a à foutre des Usos. À ce point-là, personne n'en a à foutre d'LA Knight. Personne n'en a réellement à foutre de Logan Paul. Parce qu'à ce point-là, le gars, c'est juste un autre catcheur dans le roster. Et Austin Theory, ça vaut même pas la peine d'en parler. Donc, du coup, la meilleure chose à faire, c'est de donner une victoire aux Usos, j'imagine, et LA Knight. Parce qu'ils ont clairement besoin de momentum. Personne n'a à foutre des Usos et de LA Knight. Donc, un peu les donner de l'intérêt, ce serait la meilleure chose à faire, j'imagine. Même si, pour être honnête, j'en ai rien à foutre, hein, mais voilà, quoi. Et ISHO Speed va clairement faire des spots qui vont faire
des clips virales, surprendre le public. Donc ce sera bien pour ça aussi. Donc voilà. Mais je mise sur une victoire des Usos et LA Knight. Hein. Du coup, le match qui suit, c'est Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un unsection match. Ce match, j'en ai genre totalement rien à foutre en fait, ce match. C'est l'une des rivalités où je suis en mode ok, je zappe, car j'en ai pas le moindre à foutre. En plus de ça, on ne sait toujours pas qui a cassé les dents à Jacob Fatu, hein, qui l'a attaqué backstage. Genre, au moins, si Drew McIntyre avait annoncé que c'était lui qui avait fait ça, au moins là, ça aurait au moins donné une raison pour que ce match arrive, mais ce match, il arrive juste parce que Drew McIntyre était un champion de transition qui a battu Cody Rhodes pour essayer de calmer la hit que Cody Rhodes est en train de créer avec les fans, parce que tout le monde en a marre de Cody Rhodes en tant que champion. Et du coup, Drew McIntyre, il est relégué à une feud mid-card jobber face à Jacob Fatu, qu'il va sans doute perdre, parce que bon, si Drew McIntyre gagne le match, qu'est-ce qu'il va faire? Tu penses vraiment qu'il va feud avec Randy Orton ou Cody Rhodes après WrestleMania? Non! Ce qui va se passer, c'est que du coup, Jacob Fatu va gagner le match parce que je pense que la WWE a plus d'espoir en Jacob Fatu que Drew McIntyre, ce que je trouve qui est absurde, mais bref. Et ça va écarter Drew McIntyre pendant plusieurs mois et il va revenir pour recommencer la boucle de la folie, comme vous le savez. Donc, victoire de Jacob Fatu et on passe au prochain match. Du coup, le prochain match, c'est Stephanie Vaquer qui défend le championnat féminin du monde contre Liv Morgan. Quand je dis championnat féminin du monde, c'est le championnat de Raw. C'est le nom de championnat féminin du monde, championnat féminin de la WWE, genre, dites juste championnat féminin Raw, championnat féminin SmackDown, en fait. Ça commence à casser la tête, là, ces noms, là. Et ça fait même pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, en parlant de non-sens, B7, si on peut appeler ça une rivalité entre Stephanie Vaquer et Liv Morgan, est l'exemple tel de ce mot. D'ailleurs, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est voir si Wikipédia peut mieux résumer les rivalités que la WWE. Parce que bon, les rivalités, le contenu est totalement inexistant. Donc on va voir ce que Wikipédia nous dit à propos de cette rivalité pour peut-être nous hyper de ce match. Donc laissez-moi le lire. Le 20 septembre 2025, à WrestlePalooza, Stephanie Vaquer devient la nouvelle championne du monde en battant Io Sky, remporte le titre pour la première fois de sa carrière et son troisième titre personnel. Le 31 janvier, au Royal Rumble, Liv Morgan remporte le Royal Rumble féminin. 23 soirs plus tard, à Raw, après des semaines de réflexion, elle attaque la catcheuse chilienne et la choisit officiellement comme adversaire pour l'affronter pour le PLE. Ok, donc tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est censé être fait par Wikipédia pour me hyper de ce match. Il n'y a pas de raison en pourquoi je devrais avoir à foutre du match, pas d'explication d'animosité, rien, non, vraiment. Donc ce match arrive parce que Liv Morgan a gagné le Royal Rumble et elle a choisi Stephanie Vaquer. Fin. C'est la rivalité qu'on a en question. Et bien sûr, il y a plein de non-sens qu'il y a eu de segments totalement inutiles. Hein. Comme ils l'ont dit, les 23 soirs, en fait, on a attendu 23 soirs pour avoir la décision de Liv Morgan. Hein. Et d'ailleurs, Wikipédia ne parle pas de ce qui s'est passé par après les 23 soirs. Hein. Comme si, je sais pas, il y a un manque de storyline, hein. Parce que, à part le fait qu'elle s'affronte à WrestleMania parce que Liv Morgan a gagné le Royal Rumble et qu'elle a choisi Stephanie Vaquer, ben franchement, il n'y a rien d'autre, en fait. Il y a des attaques personnelles qui sont faites parce que, pourquoi pas, hein. Et du coup, ça n'amène rien de substance pour les voir s'affronter à WrestleMania 42. Et ce match, personne n'en a réellement à foutre. Donc du coup, qui va gagner ce match? Personnellement, j'en ai rien à faire. Mais si je devais mettre ma pièce sur quelqu'un, ben, Liv Morgan. Parce que premièrement, elle sait parler anglais. Et secondo, ben, j'ai trouvé que son règne, quand elle était championne, était 1 milliard de fois mieux que l'atrocité qu'est le règne de Stephanie Vaquer en tant que championne. Donc, ma pièce sur Liv Morgan. Et c'est même pas pour dire que Liv Morgan est bonne, hein, c'est juste pour dire que tellement que les standards sont merdiques, on va choisir dans le tas de merde le bout de bois. Donc voilà. Le match qui suit, c'est AJ Lee contre Becky Lynch pour le championnat féminin intercontinental. Ce match, je pense que j'ai assez dit le pourquoi je n'ai pas envie de voir cette rivalité. Je n'avais pas envie de voir le moindre affrontement des deux encore une fois. J'avais dit ça de Maxine Dupri, mais à ce moment-là, j'aurais même préféré Maxine Dupri contre Becky Lynch que Becky Lynch contre AJ Lee. Genre, Maxine Dupri 1 milliard de fois mieux que AJ Lee, quoi. Genre. Mais bref, du coup, on a ce match à la place. Et du coup, ce match, j'en ai rien à foutre.
Ce sera bien sûr la pause pipi, hein. Et c'est un peu triste que AJ Lee vole le spot d'une meuf qui aurait pu être dans cette position à la place de AJ Lee parce que, bon, au moins Becky Lynch, on peut dire qu'elle est là depuis le début, en fait, dans la compagnie. AJ Lee, elle vient de nulle part. Elle devient championne intercontinentale. Elle a un match à WrestleMania. Puis après, elle se casse pendant 3 semaines. Genre, c'est quoi ça encore? C'est juste pas respectable, en fait. C'est pas respectable pour les moindres personnes qui sont là chaque semaine et qui catchent, en fait. Qui aident le produit à être mieux, même s'il est merdique. Genre, c'est tellement dingue, en fait. Tu peux pas avoir l'ego de The Rock avec aucun des éléments qui rend The Rock spécial, en fait. Genre, t'as pas le star power, t'as pas le charisme, t'as pas l'habilité de faire vendre des tickets. Donc, qu'est-ce que tu fous là, meuf? Et encore, quand t'avais des meufs comme Trish Stratus ou Lita qui prenaient des spots à WrestleMania, mais là, ce sont vraiment des meufs qui ont aidé la WWE, qui ont révolutionné le catch féminin, qui sont vraiment des pionnières, hein. Parce que ce mensonge que AJ Lee est une pionnière du catch féminin, littéralement, c'était une diva comme le reste, en fait. C'était même plus une diva que les Bella, hein. Parce que la meuf, elle est en train de se taper la moitié du roster, donc voilà, quoi. J'aurais clairement donné une opportunité à quelqu'un qui charbonne. Mais bon, là, ce n'est plus qui est le plus méritant, qui met vraiment de l'effort dans ce qu'il fait, c'est juste... ah, t'es la femme de CM Punk, bah, ben, on va te mettre en avant, hein, du coup. Donc voilà, quoi. La rivalité entre AJ Lee et Becky Lynch est l'une des pires rivalités que je n'ai jamais vues de ma vie, d'ailleurs, hein. J'ai même pas parlé de la rivalité. C'est littéralement une atrocité totale. Je ne veux plus voir ça de ma vie, en fait. Genre, Liv Morgan contre Stephanie Vaquer, c'est chiant, dans le sens où la rivalité manque de substance. Mais là, Becky Lynch contre AJ Lee, c'est totalement merdique, dans le sens où ça manque de substance, et c'est archi cringe. Et c'est directement quelque chose qui se voit, et qui s'entend par les fans qui font aucune réaction. Donc, le match, personne n'en a à foutre, hein. Pour être honnête, je l'avais déjà dit, hein. AJ Lee, elle ne va rien apporter dans ce retour qu'elle fait à la WWE. Ce mensonge qui est fait par la majorité de croire que AJ Lee révolutionne le catch. Non, ce n'est pas le cas. Elle n'a jamais révolutionné la moindre chose. Elle est en train de voler de l'argent, voler l'opportunité des meufs qui sont là depuis le début. Donc voilà, j'espère que Becky Lynch va gagner le match, hein. Donc voilà. Le match qui suit, c'est du coup Seth Rollins contre Gunther. Le silence représente le niveau d'excitement que j'ai pour le match. Ça veut dire zéro. Zéro hype, zéro décibel. On est à un point où genre on a des matchs qui sortent de nulle part en fait, parce que le booking est tellement merdique que t'es à sortir des matchs de nulle part de ton chapeau parce que t'as aucun plan avec les catcheurs que tu as dans ton roster, hein. Les catcheurs qui sont censés être le plus important dans ton show. Gunther qui met fin à la carrière d'AJ Styles, Goldberg et John Cena, t'as aucun plan pour lui. Et c'est un point où on sort des matchs de nulle part la veille de WrestleMania pour juste avoir une affiche, pour le fait d'avoir une affiche en fait. Et la rivalité c'est « Je suis le meilleur catcheur. Je ne supporte pas le fait que tu penses que tu es le meilleur catcheur. Viens, on s'affronte. » Totalement de la merde. Et du coup, qui va gagner le match? Et logiquement, Seth Rollins, il doit gagner le match parce que le gars, il a zéro momentum en fait. Le gars, c'est littéralement humiliation après humiliation après humiliation en fait. Donc c'est mieux pour lui qu'il gagne le match parce que sinon... Seth Rollins, tu peux le virer à ce point-là, hein. Plus personne n'en a à foutre, quoi, hein. Le gars, il fait que se blesser tous les 5 mois pendant 1 an, donc voilà, quoi. Là, du coup, le match qui suit, c'est le four-way par équipe pour les championnats féminins par équipe de la WWE. Et c'est du coup The Irresistible Force, qui est composé de Nia Jax et Lash Legend, contre Alexa Bliss et Charlotte Flair, les Bella Twins, et Bayley et Lyra Valkyria. De ce que j'ai compris, Nikki Bella s'était blessée dans un épisode de SmackDown et genre on sait toujours pas si elle sera apte à catcher à WrestleMania 42, mais voilà quoi. Mais du coup c'est encore un de ces autres four-way par équipe féminin qui est mis à WrestleMania parce que t'as aucune idée de quoi faire avec plein de meufs dans ton roster. Donc tu fais un four-way par équipe à la con ou un gauntlet par équipe à la con pour le cas de WrestleMania 37 pour utiliser à peu près toutes les meufs dans ton roster. Mais voilà, c'est un match sans intérêt qui est juste là et fait de manière flemmard parce que t'as pas de plan. Et du coup, qui va gagner le match? Je pense que Nia Jax et Lash Legend vont conserver les titres. Et ouais, hein, c'est la meilleure chose à faire. Surtout si les Bella ne sont pas aptes à prendre part dans le match. Parce que si c'était le cas, ben, du coup, je mettrais ma pièce sur les Bella Twins pour gagner le match. Parce que premièrement, c'est une équipe réelle dans ce match rempli de gens qui sont mis dans des équipes aléatoires,
qui ne donne même pas l'impression que c'est vraiment une vraie équipe. Là, c'est littéralement deux jumelles, donc tu peux pas faire plus vraie équipe que ça, donc voilà quoi. Donc si les Bellas sont aptes à prendre part dans le match, ben je mets ma pièce sur eux. Mais du coup, si elles ne le sont pas, ben c'est The Irrésistible Force qui conserve les titres. Et c'est du coup tout pour la nuit 1. Donc du coup, là maintenant, on passe à la nuit 2. Et le premier match de la nuit 2, c'est Brock Lesnar contre Obafemi. Et du coup, ce match, c'est un match auquel j'ai jeté beaucoup de sel. Et que je disais que Obafemi, c'était de la merde face à Brock Lesnar. Je dis pas que Obafemi est mauvais, je tiens quand même à le dire. Je dis juste que ce n'est clairement pas le même niveau que Brock Lesnar. Si les gens veulent que Obafemi gagne ce match parce que il est le futur, mais je vais clairement vous dire que ce n'est pas le cas. Parce que premièrement, le booking ne sera pas assez bon pour faire présenter Obafemi comme le futur. Et secondo, mais tu le compares à Brock Lesnar et tu vois clairement que c'est une version inférieure à Brock Lesnar. Hein. Brock Lesnar est en meilleure shape. Brock Lesnar est plus explosif. Brock Lesnar est plus legit. Donc voilà, Obafemi, ce n'est pas the next big thing, hein, si vous croyez que c'est le cas. Mais Obafemi, ce n'est pas un mauvais catcheur pour autant. Je tiens aussi à le dire. Donc la meilleure manière de faire les choses, c'est que Obafemi, du coup, perde le match avec Brock Lesnar qui le met bien en avant, quoi. Genre que ce soit pas un squash, quoi. Genre comme j'entends sur Internet, hein, que ils pensent que Obafemi va squash Brock Lesnar. Non, ça va pas arriver. Brock Lesnar qui va squash Obafemi, le build-up n'est pas fait pour que Brock Lesnar squash Obafemi, genre. Hein. Sinon, le build-up, c'est une totale perte de temps. Donc le match sera une grosse bagarre de genre 6-7 minutes avec Brock Lesnar qui bat Obafemi avec peut-être 2 ou 3 F5. Peut-être même que Obafemi peut dégager le F5 au compte de 1. Mais je pense que Brock Lesnar va gagner le match. Et je dis ça parce que c'est clairement pas une victoire contre Brock Lesnar qui va établir Obafemi pour remplacer Brock Lesnar. Hein. Ça ne va clairement pas arriver. Ce n'est pas en un match que t'as ton nouveau Brock Lesnar. Tout comme c'est pas en un match que Brock Lesnar est devenu Brock Lesnar. Hein. Il a dû avoir un run de gros malade où il a battu Hulk Hogan dans des weekly random. Il a battu The Rock dans sa première année. Et genre, il a aussi, par après, battu des gars à la UFC, devenu champion de la UFC comme Obi. Puis après, revenu à la WWE pour encore une fois s'établir encore plus et légitimer son palmarès. Obafemi, c'est une longue route, mais j'espère pour lui qu'il va arriver à atteindre le goal qui est de devenir une star à la WWE. Donc du coup, victoire pour Brock Lesnar. Hein. Du coup, le match qui suit, c'est le Six-Man Ladder Match pour le championnat intercontinental avec Penta contre Dragon Lee, contre J.D. McDonald, contre Jivon Evans, contre Rusev, contre Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est un des GOAT juste pour être impliqué dans un match à l'échelle, dont la cinquantaine. Genre comme Chris Jericho, en fait. Genre, il y a des catcheurs comme ça, qui n'a l'air de ne pas vieillir du tout, en fait. Et genre, Rey Mysterio, c'est un de ces catcheurs exceptionnels comme ça. Genre, t'auras pas un second Rey Mysterio, tout comme t'auras pas un second Brock Lesnar, tout comme t'auras pas un second Chris Jericho aussi. Mais bref, Rey Mysterio, il va pas gagner le match, je pense pas. Et je pense que la meilleure personne à faire gagner, c'est Jivon Evans. Comme ça, il peut devenir le plus jeune champion intercontinental du titre. Genre, c'est déjà une idée que j'avais déjà proposée, dont comment sauver WrestleMania de la catastrophe. Bon, là, ils vont pas sauver du tout WrestleMania de la catastrophe inévitable, parce que la catastrophe est directement en face de nous. Mais du coup, pour un peu sauver des fondements de la base qui s'écroule, ben, ils peuvent essayer de mettre Jivon Evans comme le plus jeune champion intercontinental du titre. Et comme ça l'établit comme prochaine future star de la WWE. C'est comme ça que tu établis des gens pour plus tard essayer de les mettre en avant dans le main event ou dans l'upper mid-card. Parce que si tu fais rien avec les gens que tu as actuellement, ben tu les fais perdre du temps précieux de leur carrière en fait. Et en même temps, tu arrives à avoir personne sur qui relayer pour essayer de compléter des cartes. Donc voilà. Donc je mets ma pièce sur Jivon Evans. Du coup, le match qui suit, c'est Jade Cargill contre Rhea Ripley pour le championnat féminin de SmackDown. Le match, il est là parce que Rhea Ripley a gagné l'Elimination Chamber. La rivalité est pas ouf. Bon, ils ont essayé, mais c'est de la merde. Il y a Jade Cargill qui a créé une nouvelle faction avec B-Fab et Michin, qui essaient d'harceler Jade Cargill et qui, d'un coup d'un seul, maintenant, acceptent leur position de soumise, d'inférieur, et s'alignent avec Jade Cargill. Il y a une partie où Jade Cargill a attaqué Io Sky pour faire un segment un peu similaire à Randy Orton, Triple H et Stephanie McMahon en 2009.
mais pire dans tous les niveaux, hein. Donc la hype n'est pas montée plus haut. Et pour être honnête, elle est même descendue. Donc voilà quoi. Un match qui aurait pu suffire par l'affiche elle-même est devenu encore pire par le build-up qui est totalement éclaté. Donc voilà, le match, j'en ai rien à foutre, hein, pour être honnête. Et du coup, qui gagne? Ben, je pense que Rhea Ripley va gagner le match. Rhea Hogan va encore devenir championne féminine. Et Jade Cargill, ben voilà quoi. Genre, y a plus rien d'autre à faire, hein. À part si il prévoit d'avoir Bianca Belair faire son retour bientôt pour faire une feud avec Jade Cargill, mais à ce point-là, j'y crois même plus. Donc voilà quoi. Le match qui suit, c'est Sami Zayn contre Trick Williams. Je vais résumer simple. Ils ont totalement jeté de la merde sur Carmelo Hayes en le faisant jobber à SmackDown face à Sami Zayn. Donc que Trick Williams gagne, je ne veux plus voir ce Sami Zayn, Robinson Crusoe, n'importe quel nom tu peux le donner. Mais bref, Trick Williams gagne, devient champion US et on reparle plus de Sami Zayn. Du coup, le match qui suit, c'est Dominic Mysterio qui affronte Finn Balor, Demon King. Je sais pas pourquoi Finn Balor d'un coup d'un seul il ressort le démon pour affronter Dominic Mysterio. Genre c'est l'équivalent de Undertaker qui revient en Deadman pour genre affronter Mr. Kennedy. À un moment c'est juste absurde quoi. Mais bref, la rivalité est que Finn Balor il a compris d'un coup d'un seul que c'était un total jobber et que être dans Judgment Day ne renforçait que l'idée qu'il était un plus gros jobber qu'il n'était déjà. Et du coup il est sorti du groupe. Et il va affronter Dominic Mysterio pour le faire réaliser que il est aussi un jobber, j'imagine. Bref. Mais du coup, voilà, c'est le match. Et qui va gagner? Ben, Finn Balor va gagner, logiquement. Je pense pas que Dominic Mysterio va battre le démon, hein. Ce sera le plus gros enterrement de tous les temps. À ce moment-là, tu pourras virer Finn Balor si ça arrive. Donc voilà. Et du coup, déjà, le dernier match. Il y a que 6 matchs, hein, pour la nuit 2. Hein. 6 matchs pour un WrestleMania. Ouais, je sais que c'est découpé en deux, mais quand même. 6 matchs pour un WrestleMania, c'est absurde. Hein. Et bref, du coup, le dernier match, c'est CM Punk contre Roman Reigns pour le championnat du monde poids lourd. Et le match, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas trop reparler de la rivalité. La rivalité, elle est totalement chiante. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait sur la rivalité de Roman Reigns et CM Punk et que personne ne devrait en avoir à foutre. Mais voilà, du coup, il y a eu la pipe bomb, bien sûr. Hein. J'en ai aussi parlé dans une vidéo, donc je vais pas trop reparler dans cette vidéo. Mais du coup, qui va gagner entre CM Punk et Roman Reigns? Ça, c'est le truc qui est assez intéressant. Le match est pas vraiment prédictable. Et c'est pas parce que l'histoire est racontée d'une manière telle que ça rend le match intéressant à voir. C'est que l'histoire est tellement éclatée que le match, il est juste pas prédictable, en fait. Dans le sens qui en a à foutre de quel golemon gagne le match. Mais bref, si je devais mettre ma pièce sur qui gagne le match, je pense que CM Punk va battre Roman Reigns. Hein. Parce que bon, pour être honnête, je pense que c'est même le meilleur choix. Hein, pour avoir Roman Reigns devenir champion du monde poids lourd, le championnat inférieur, et genre venir tous les 3 mois en fait, genre non merci. Hein. Donc voilà. Et c'est juste parce que les standards sont tellement merdiques qu'on se contente à moins pire que la merde qui nous est déjà pendue. Donc voilà. Parce que je n'ai ni envie de voir CM Punk en tant que champion, pour être honnête. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, pour le match Seth Rollins et Gunther, je pense que Braun Breaker va intervenir, mais ça, j'en ai pas trop à foutre. Hein, donc voilà quoi. Et CM Punk, Roman Reigns, s'il y a des interventions, je pense pas qu'il y aura d'intervention, mais bon, voilà. Peut-être les Usos vont venir dans le match. J'en ai rien à foutre. Mais voilà, bref. Mais du coup, j'ai entendu que John Cena il était le host de WrestleMania, ce qui est ironique, hein, parce qu'ils ont bien jeté de la merde sur John Cena en le donnant une tournée d'adieu totalement merdique et en le retraitant comme un ingrat, en le disant en fait comme message que ouais, on n'a plus besoin de toi en fait, on assure la garde. Et regarde la garde en fait. La garde est que t'as Pat McAfee et Jelly Roll qui essayent de se vendre des tickets pour WrestleMania parce que les tickets ne se vendent pas. T'as CM Punk qui fait des pipe bombs corporate parce que les tickets ne se vendent pas. Et là, t'as John Cena qui est appelé en fait pour être host de WrestleMania parce que les tickets ne se vendent pas. Et c'est à me dire que fallait vraiment penser avant de faire retraiter John Cena comme un ingrat à Saturday Night Main Event contre un gars pour qui il n'y avait même pas de plan pour WrestleMania il y a encore une semaine de cela. Donc voilà quoi. Et j'entends des rumeurs qu'il y a The Rock qui a été appelé pour être à WrestleMania. Il va pas venir. Hein. Il va pas venir. The Rock ne va pas encore nous sauver. Hein. Il l'a fait pour WrestleMania 40. Il l'a fait en semi-partie pour WrestleMania 41. Là, pour WrestleMania 42, c'est Triple H qui se débrouille avec sa merde. Hein. Et c'est clairement de la merde. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.